Nous sommes présentés à Mimori Tuka, un enfant qui a autant de personnalité qu'un sac de pierre. Il s'est habitué à une vie d'isolement en raison de son enfance traumatisante et de ses parents abusifs. Désormais, il essaie impulsivement de se fondre dans le décor et d'éviter les ennuis. En ce moment, la déléguée de classe, Ayaka Sogo, se fait harceler par le tyran de la classe, Oyamada, qui a volé son livre sans raison, et personne ne semble suffisamment s'en soucier pour l'aider, surtout pas le professeur qui déteste manifestement son travail. Puisque personne ne se lève pour sauver Sogo, Mimori décide d'agir pour une fois et se lève de son siège pour demander à Oyamada de rendre son livre. Oyamada est surpris qu'un insignifiant comme Mimori ose se lever contre lui. Cependant, juste au moment où il s'apprête à commencer à harceler Mimori également, le chat de la classe, Takuto, intervient et dit à Oyamada de se taire. Oyamada tente de s'expliquer avec Takuto et dit qu'il veut apprendre à Mimori à rester à sa place de figurant, mais Takuto n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Pour être clair, il ne se soucie pas du tout de Mimori ou de Sogo d'ailleurs, il ne veut tout simplement pas que Oyamada cause plus de problèmes car c'est agaçant à écouter. Oyamada n'aime pas cela, mais comme Takuto est l'alpha, il n'a pas d'autre choix que de l'écouter et de se calmer. Oyamada rend le livre de Sogo et se rassoit, mais comme il a besoin de se divertir, il commence tranquillement à harceler l'enfant en face de lui, Yasu. Le professeur finit par intervenir et dit à Oyamada d'arrêter de jouer avec Yasu. Il ne s'en soucie pas vraiment, mais si Oyamada harcèle Yasu au point qu'il finisse par sauter d'un pont, il ne touchera pas sa prime annuelle. Mais si Yasu veut sauter d'un pont après sa prime, alors le professeur n'a aucun problème avec ça tant qu'il fait un salto. Les choses se calment dans le bus après cela, mais ensuite tous les élèves sont soudainement transportés dans une pièce où ils sont accueillis par la déesse Vicious. Elle explique que son royaume, Alion, convoque des guerriers courageux pour les faire combattre le démon empereur maléfique chaque fois qu'il apparaît. La dernière fois que le démon empereur est apparu, c'était il y a 200 ans et il a heureusement été vaincu grâce aux efforts vaillants des héros précédents. Cependant, le grand empereur a été ressuscité une fois de plus, alors Alion a convoqué les élèves pour être les prochains héros du royaume d'Alion. Les élèves sont encore très confus par tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ils pensent donc que toute cette histoire est soit une farce, soit qu'ils sont tous morts dans un accident de bus. Le professeur attire l'attention de tout le monde et leur dit qu'il ne sait pas non plus ce qui se passe, mais qu'ils devraient tous écouter Vicious pour l'instant. Vicious le remercie en pensant qu'il comprend ce qu'elle dit, mais en réalité, il est simplement aveuglé par son attrait physique. Mimori prend un moment pour évaluer la situation. Ce bâtiment ne ressemble à rien de ce qu'il a déjà vu auparavant. Il y a une déesse devant lui et il ne se sent pas comme s'il était dans un rêve, il n'y a donc qu'une seule conclusion à tirer, ils ont vraiment été convoqués dans un autre monde. Takuto clarifie que la déesse veut qu'il vainque ce soi-disant démon empereur, mais il veut savoir ce qui se passe s'il refuse de coopérer. La déesse leur dit qu'elle n'a malheureusement pas le pouvoir de les renvoyer chez eux s'ils ne veulent pas devenir les héros d'Alion, mais il existe un moyen pour eux de retourner sur Terre. Cela implique un rituel de contre-invocation qui nécessite un élément maléfique, et le seul moyen d'acquérir cet élément maléfique est de l'obtenir du cœur du démon empereur ou d'absorber l'élément lorsqu'il est libéré à la mort du démon empereur. Oyamada ne voit toujours pas de raison pour laquelle aucun d'entre eux ne devrait risquer sa vie pour combattre ce démon empereur alors que Vicious les a essentiellement kidnappés. Alors, Vicious fait la seule chose qu'elle peut et supplie les élèves de reconsidérer la possibilité de devenir les sauveurs de ce monde. Ayaka, la déléguée de la classe, prend la parole pour se présenter et expliquer que même si Vicious les appelle des sauveurs, ils ne sont que des lycéens et ne seraient pas d'une grande utilité s'ils étaient envoyés à la guerre. Vicious lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter car ils ont été dotés de pouvoirs que personne d'autre dans ce monde ne possède. Tous trouvent cela difficile à croire, alors Vicious décide de leur faire une petite démonstration pour prouver que les capacités spéciales existent vraiment. Elle fait venir un prisonnier, puis une bête démoniaque qui dévore le prisonnier. Après que le démon a impitoyablement mutilé le prisonnier, Vicious lance une boule de feu pour l'incinérer. Cela devrait suffire à traumatiser les élèves pour qu'ils acceptent qu'ils sont dans un nouveau monde. Maintenant qu'ils commencent à croire ce qu'elle dit, Vicious dirige leur attention vers une boule de cristal qui sera utilisée pour évaluer leurs capacités. Un par un, les élèves s'avancent pour faire évaluer leurs capacités et ils semblent tous avoir des aptitudes décentes. Notamment, lorsqu'Oyamada s'approche de la boule de cristal, elle brille d'une couleur rouge éclatante, ce qui signifie qu'il est incroyablement puissant selon les normes de ce monde. Ensuite, c'est au tour de Takuto et lorsqu'il met sa main sur la boule de cristal, elle se brise complètement. Tout le monde est choqué et confus par ce qui vient de se passer, alors la déesse explique que cela signifie que Takuto est de rang S. Le rang S est le summum en termes de puissance et est bien au-dessus de tous les autres. Avoir un seul héros de rang S est déjà très chanceux, mais alors que le test d'aptitude continue, il est révélé que Ayaka est également de rang S lorsqu'elle brise l'orbe de secours qu'ils ont apporté. Et ce n'est pas tout, car il y a un troisième héros de rang S qui brise le deuxième orbe de secours en stock. Vicious est incrédule devant la tournure des événements et demande qui sera la prochaine personne à être examinée. Il s'agit de Mimori. Il pose sa main sur la boule de cristal et elle commence à briller en violet,
mais la lumière émanant de l'orbe est beaucoup plus faible que pour les autres. Il demande alors à Vicious quel est son rang, mais elle l'ignore complètement et appelle la personne suivante. Mimori est habitué à être ignoré, alors il passe à autre chose, mais il remarque que la dernière personne à être examinée est Yasuo et que l'orbe montre une masse sombre en son centre, ce qui signifie qu'il est le héros sombre du groupe. Selon les archives, le héros sombre est souvent beaucoup plus puissant que tous les autres héros du groupe. Essentiellement, tout le monde doit faire attention car le gamin tranquille vient d'obtenir son arme. Après cela, la déesse donne à chacun des instructions sur la manière de vérifier leur statut. Quand Mimori regarde ses statistiques, il réalise qu'elles sont assez médiocres. La déesse a créé cette fenêtre pour que les héros puissent obtenir des informations précises sur leurs capacités à tout moment. Mimori regarde d'un peu plus près et remarque quelque chose appelé une compétence inhérente. Les compétences inhérentes sont des compétences uniques à chaque héros donné et peuvent généralement être utilisées immédiatement, mais certaines peuvent nécessiter d'être éveillées à un niveau supérieur. C'en est assez des explications pour le moment, Vicious annonce à tout le monde qu'ils vont maintenant réaliser un rituel très nécessaire pour leur succès. Elle appelle Mimori à l'avant et explique qu'il est de rang E, et selon les archives, les héros de rang le plus bas n'ont toujours fait que ralentir les plus puissants. Par conséquent, elle prend la décision exécutive de l'éliminer. Cependant, tuer un héros simplement parce qu'il est faible serait trop moralement ambigu pour elle, alors elle décide de donner à Mimori une chance de regagner sa vie. Au lieu de le tuer immédiatement, elle décide de l'envoyer dans des ruines et si Mimori parvient à survivre, il pourra vivre comme bon lui semble dans ce monde. Mimori demande si ces ruines sont dangereuses, et Vicious lui répond que bien sûr, elles le sont. Ce ne serait pas vraiment un lieu d'exécution s'il était sûr. Mimori essaie de se sortir de cette situation en disant qu'il possède une compétence inhérente de dotation de statut anormal, ce qui doit être utile pour l'équipe d'une manière ou d'une autre. Mais à son grand désarroi, la déesse lui dit que les sorts et compétences de statut anormal dans ce monde sont totalement inutiles, car ils ne fonctionnent presque jamais comme prévu et même lorsqu'ils fonctionnent, ils ne sont pas très utiles. Mimori tente d'en appeler à la morale de la déesse, disant qu'elle ne peut pas simplement se débarrasser de lui alors qu'elle est celle qui l'a convoqué ici sans son consentement, mais son nom est littéralement Vicious, donc il est clair qu'elle ne se soucie pas de cela. Alors que Mimori essaie de se résigner à son sort, Yasuo lui touche l'épaule, et Mimori pense que Yasuo va le défendre comme il le faisait lorsqu'il était harcelé sur Terre. Cependant, maintenant qu'il a du pouvoir, Yasuo est devenu aussi méchant que les autres et se moque de Mimori pour sa faiblesse, le condamnant à son terrible destin. À ce stade, Mimori réalise que personne ne se soucie de son sort ici, et tous les autres élèves veulent juste qu'il disparaisse. Il se tient donc prêt à accepter son sort, tandis que Vicious lui jette un sac magique en guise de cadeau de consolation. Cependant, il y a au moins une personne qui sait que ce n'est pas juste. Ayaka se lève et demande à Vicious de reconsidérer l'élimination de Mimori. Mais Vicious est déterminé à s'en débarrasser, alors elle assomme Ayaka pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Mimori ne peut plus supporter cette cruauté et cette moquerie, alors il tente d'utiliser sa compétence de statut anormal pour paralyser la déesse. Mais malheureusement, elle possède un bouclier anti-statut anormal qu'elle n'a pas utilisé depuis l'ère des anciens héros. Elle se moque de Mimori pour son attaque ratée et, sans plus tarder, elle veut que tout le monde assiste à la téléportation de ce perdant vers sa perte. Juste à ce moment, Takuto lance une explosion qui laisse un énorme trou dans le mur, mais en regardant vers lui, la déesse comprend qu'il ne tente pas de sauver Mimori, il voulait juste tester ses pouvoirs et ne s'attendait pas à causer autant de dégâts. Certains des camarades de classe de Mimori prennent plaisir à le voir se faire éliminer, tandis que d'autres restent indifférents, et la seule personne qui le soutenait a été assommée. Alors qu'il est sur le point d'être téléporté, Mimori abandonne son acte de personnage de fond et fait un doigt d'honneur à Vicious, jurant de lui faire regretter cela un jour. Mimori se réveille dans les ruines abandonnées et essaie d'ouvrir son écran de statut, mais son système lui indique qu'il ne peut pas le faire à cause du faible niveau de lumière dans la zone. C'est alors qu'il se souvient du sac qu'il a reçu. Après y avoir versé un peu de mana, il génère suffisamment de lumière pour qu'il puisse voir à nouveau. Cependant, alors qu'il se promène, il tombe sur un squelette humain sur le sol et se met sur ses gardes, réalisant que ce qui a tué le squelette pourrait encore être dans les ruines. Mimori trébuche sur des rochers, ce qui lui permet d'éviter de justesse une attaque sournoise d'un monstre terrifiant. Il n'a pas le temps de réfléchir ou de s'inquiéter de l'endroit où il court car s'il s'arrête ne serait-ce qu'un instant, il sera tué. Tandis qu'il continue de courir, Mimori trébuche à nouveau sur un rocher et, alors que le monstre se rapproche de lui, l'émotion qu'il ressent n'est pas de la peur, mais de la frustration. Frustration de voir qu'il a été abandonné par tous ces idiots et qu'il est condamné à mourir à cause de cela. Il n'a aucune arme pour se défendre et aucune compétence utile à utiliser puisque ses effets de statut anormal sont apparemment peu susceptibles de fonctionner. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne va pas essayer d'utiliser tout ce qu'il peut pour survivre. Mimori lance un sort de paralysie sur le monstre et, à son grand étonnement, cela fonctionne réellement. Il ne veut pas rester sur place pour comprendre pourquoi, alors il s'enfuit à nouveau. En courant, il pense que la paralysie devait être un coup de chance unique,
car Vicious avait dit que les effets de statut anormal avaient un faible taux de réussite. Mais dans sa hâte de s'échapper, Mimori se retrouve face à un autre monstre, une créature ressemblant à un croisement entre un poulet et un cafard. Quoi que ce soit, ça va le tuer s'il ne fait pas rapidement quelque chose. Mimori lève la main et lance à nouveau un sort de paralysie, s'attendant à ce qu'il échoue, mais miraculeusement, cela fonctionne encore. Une fois pourrait être un coup de chance, mais 2 fois de suite signifie que son taux de réussite des effets de statut est bien plus élevé que ce que la déesse avait prétendu. Il est possible que les effets de statut de Mimori soient différents des sorts faibles de ce monde. Mais même s'il peut se défendre avec ses sorts, cela ne lui servira à rien s'il se retrouve à court de mana pour les utiliser. Il ne lui reste qu'un point de mana, alors il l'utilise pour lancer un sort de poison sur le monstre. Dès qu'il le fait, le monstre commence à mourir lentement. En plus d'avoir un taux de réussite élevé, les sorts de Mimori ont aussi une très longue durée, ce qui lui permet de s'asseoir et d'attendre que le monstre meure. Il n'a plus aucun point de mana, et il ne sait pas ce qui se passera s'il essaie d'utiliser ses effets de statut à nouveau. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, car le premier monstre l'a rattrapé. L'effet de paralysie qu'il avait lancé plus tôt a dû s'estomper, mais même s'il n'a plus de mana, personne ne viendra le sauver. Mimori se prépare donc à se battre pour sa survie. En désespoir de cause, Mimori essaie de périr face au Minotaure, mais selon le système, il n'est pas possible d'appliquer la même capacité à une cible de manière répétée. Alors, le garçon décide d'utiliser un sort de sommeil, endormant le monstre, puis il empoisonne la cible, imaginant qu'il y a d'autres limitations en plus de ne pas pouvoir répéter la compétence. De plus, son mana est presque épuisé. Comme si cela ne suffisait pas, une légion d'oiseaux féroces s'approche du héros abandonné. N'ayant pas d'autre choix, il utilise son mana hors statut pour paralyser chacun des ennemis, provoquant un engourdissement dans son corps alors que ses réserves de pouvoir se vident entièrement. Derrière les oiseaux, le Minotaure se prépare à attaquer l'humain qui continue sa stratégie de paralysie des cibles. Malgré tout, son corps atteint progressivement ses limites, sa jambe tremble, rendant la station debout difficile. En dernier recours, Mimori se tient debout avec difficulté jusqu'à ce que le système annonce qu'il a monté de niveau, ce qui régénère complètement son mana et augmente son statut. Avec cela, il suppose que tuer cet oiseau est suffisant pour évoluer. Maintenant qu'il peut à nouveau combattre, c'est sa chance de continuer sa stratégie du mieux qu'il peut. En continuant d'utiliser la paralysie, il voit le niveau de cette capacité augmenter au point de pouvoir toucher plusieurs cibles à la fois. Se sentant plus confiant, il paralyse tous les ennemis et réfléchit que la déesse pourrait être la seule à ne pas être affectée par ce pouvoir car jusqu'à présent, il a réussi à se défendre. Cependant, il remarque qu'il y a une limite de distance pour infliger des conditions de statut, constatant que les ennemis éloignés ne peuvent pas être atteints. Il marche alors parmi les créatures paralysées et empoisonnées, une par une. À ce moment-là, il voit ses adversaires seulement comme des points d'expérience ambulants. Son pouvoir s'est développé au point où il agit confortablement face au danger. Ses statistiques sont multipliées grâce à son niveau et la quantité massive de mana qu'il a atteinte donne l'impression qu'il est possible de s'en sortir vivant. À mesure que les monstres empoisonnés meurent, Mimori monte constamment de niveau, atteignant presque le niveau 400 avec un océan de mana coulant dans ses veines. En montant de niveau, le garçon endort les adversaires avec son sort de sommeil, atteignant le niveau 500 au fil du temps. À ce moment-là, les monstres qui attaquent se retournent et prennent la fuite. Après avoir éliminé la menace, il parcourt les ruines à la recherche d'équipements utilisables. Rien de très utile ne se trouve parmi ce tas de cadavres, mais il n'y a pas de temps pour se lamenter. Il doit trouver de la nourriture et de l'eau pour survivre parmi les colonnes infinies de cet abîme sombre. Mimori supplie pour de la nourriture à quiconque pourrait être là, même s'il n'y a personne pour l'aider. Il a tellement faim qu'il commence à voir les minotaures comme des bœufs prêts à être consommés une fois le poison disparu. Mimori essaie de couper la peau de l'animal, mais sa carcasse est extrêmement dure. Face à cela, il arrache l'œil de la créature mais en voyant l'acide jaillir, il abandonne l'idée de manger ce monstre. Allongé parmi les cadavres de monstres, il réfléchit que cet endroit est entièrement conçu pour ne laisser aucun survivant. Soudain, il voit la partie violette du cristal dans son sac grossir et son poids augmenter drastiquement. Mimori ouvre le sac et trouve de la viande emballée avec du soda, puis il boit le liquide sans se demander d'où cela vient. C'était définitivement la meilleure nourriture qu'il ait jamais mangée de sa vie, non pas pour le goût en lui-même, mais pour la nécessité. Mimori ne sait pas exactement ce que sont ces couleurs dans son sac ou si elles produiront à nouveau de la nourriture, mais quoi qu'il en soit, cet objet unique ne doit pas être abandonné. Au fil des jours, le jeune homme s'habitue aux ruines et aux dizaines de monstres qui jonchent le donjon, pouvant être vus paralysés et empoisonnés, tombant à un sur le sol, sans vie. En observant cette scène digne d'un jeu de domino, Mimori déplore les actes terrifiants qu'il a commis dans ces circonstances, comme si son âme criait pour l'humanité au milieu de cet enfer. À mesure que son niveau augmente, il pleure et se demande pourquoi il est là. Enfant, Mimori posait des questions similaires. Son père n'était pas mineur,
mais était tellement grotesque aux yeux du petit garçon qu'il semblait plus effrayant que les oiseaux féroces essayant de le tuer jour après jour dans les ruines. D'ailleurs, depuis cette époque, il savait qu'il devait tuer son père, à moins de vouloir être tué lui-même, jusqu'au jour où ses oncles ont tendu la main au petit garçon, lui offrant la chaleur d'une famille. Ils ont appris à Mimori à être gentil, à avoir de l'empathie pour la douleur des autres, et cette éducation a fait penser au garçon qu'il avait appris à être comme eux. Cependant, en regardant la dévastation autour de lui, il ne ressent rien, pas même en prenant les vies qu'il a prises. L'absence de peur de tuer le fait craindre pour lui-même, pensant qu'il n'y a rien à faire, pas dans les ruines. Comme son frère le disait souvent, il faut accepter qui on est. Avec cela en tête, le héros exilé marche maintenant sans la moindre hésitation. Au fil des jours, au milieu de son long voyage, le jeune homme trouve une grotte avec une atmosphère unique, où une porte est ornée d'un talisman avec un cristal bleu. La couleur lui rappelle le mana, ce qui le pousse à imbuire la pierre de ce type d'énergie et entrer dans une pièce où un couple est mort depuis longtemps, sans signe de lutte, acceptant simplement leur mort en se tenant la main. Mimori rend hommage aux défunts et ouvre un sac à côté d'eux, découvrant une grande quantité de pierres précieuses. En parcourant ce territoire, Mimori atteint le 25e hall, nécessitant une énorme quantité de mana pour s'ouvrir. À l'intérieur, un autre héros abandonné a été réduit à des os par le temps de la décomposition, et une déchirure dans la tunique du défunt fait imaginer au garçon qu'il s'agit de la blessure fatale qui a conduit à sa mort. Parmi les effets personnels du défunt, une lettre est rédigée dans la langue de ce monde, mais à la surprise de Mimori, il peut la lire. Selon les écrits, cet homme était Anglin, connu comme le Grand Sage, mais mieux connu sous son ancien surnom de héros des ténèbres. À ce moment-là, Mimori se rappelle quand la déesse a dit que Yasuo avait éveillé un pouvoir égal à celui du héros des ténèbres, le plus puissant de tous. Selon Anglin, il a été envoyé de force dans ces ruines par la déesse Vicious parce qu'il n'était plus nécessaire. Dans cette lettre, Anglin demande à la personne qui trouve son corps de prendre quelque chose qu'il a désespérément apporté là-bas. Dans les mots du sage, l'armée démoniaque est méchante, mais sa méchanceté n'est rien comparée à celle de la déesse Vicious. Mimori ne sait pas à quel point cela diffère de cette entité, mais la haine qu'il ressent pour elle suscite des sentiments mitigés entre le besoin de justice et de vengeance, comme un affrontement entre le mal et le mal. Parmi ses effets personnels se trouve l'œuvre complète des arts interdits, où des recettes de potions et d'outils magiques illustrent les pages vieillies. De plus, un parchemin de magie interdite est décrit avec des symboles que Mimori ne peut pas déchiffrer mais qui pourraient être utiles à un moment donné. En ouvrant le livre, Mimori est confronté à la phrase « Méfiez-vous du dévoreur d'âmes, qui a tué tous les autres ». Alors qu'il marche dans ces ruelles sombres, le jeune homme honore les morts dispersés au sol, comme s'il essayait de rester sain d'esprit ou peut-être de récupérer une part de l'humanité qu'il pense avoir détruite. Au sommet d'un escalier, il trouve une porte qui nécessite un objet pour s'ouvrir. Espérant qu'elle mène à la surface, le héros oublié entreprend de trouver cet objet, quel qu'il soit. Il se dit que même le héros des ténèbres, l'être le plus puissant de ce monde, n'a pas pu affronter le dévoreur d'âmes, mais Mimori croit avoir évolué suffisamment pour tenter sa chance. À ce propos, au bout d'un couloir, un visage macabre est sculpté dans un mur. Sur son front se trouve un objet qui pourrait être ce dont il a besoin, imaginant que cela pourrait être le dévoreur d'âmes. Mimori s'expose en essayant d'invoquer rapidement une capacité, mais il est surpris par une réaction absurde, un pouvoir qui blesse sa main avec un rayon d'énergie. Apparemment, ce rayon s'active lorsque la cible montre une intention d'attaque. De plus, ce visage est hors de portée de sa magie, donc il vaudrait peut-être mieux évoluer davantage avant d'affronter cette chose. Cependant, la structure se détache du mur et se révèle être une créature avec sa propre vie, ce qui pourrait signifier un scénario classique de tuer ou être tué pour le héros rejeté. Dehors, une femme atteint les ruines et s'approche de l'entrée. Mimori ne doute pas qu'un être de ce niveau ignore sa présence là-bas, il doit donc rester aussi vigilant que possible. Bientôt, le dévoreur d'âmes expulse une substance visqueuse qui donne vie à des monstres hideux formés à partir de cette flaque dégoûtante. Ces monstres étaient autrefois des humains rejetés dans cette ruine, et leurs visages sont les mêmes qu'ils l'étaient lorsqu'ils étaient tués par l'entité macabre, leur expression finale avant la mort. Curieux de la réaction du garçon à ce spectacle bizarre, le dévoreur d'âmes ouvre un sourire qui émet un son indescriptible, presque en conduisant l'humain à la folie. Mimori paralyse les monstres devant lui et essaie de les empoisonner, mais quelque chose l'en empêche, c'est le sentiment d'empathie qui existe encore en lui. Même s'ils sont morts, les visages humains en agonie provoquent une sensation de terreur et d'hésitation. Une fois de plus, le garçon verse des larmes de désespoir, et le dévoreur des aimés savoure la réalisation de son intention. De plus en plus de monstres sont expulsés de cette entité malveillante, faisant supplier Mimori pour sa vie, incapable de nuire à ce qu'il voit comme des gens aux yeux du démon. L'expression d'extase s'étend sur tout le visage du démon, élargissant sa pupille au pic de son émotion. À la lumière de cela, Mimori sent que l'ennemi a baissé sa garde, alors il décide de paralyser le dévoreur, qui a commis une erreur fatale que seuls les êtres les plus puissants peuvent commettre, être si confiants dans leur immortalité. Selon Mimori, la certitude de la victoire engendre son pire ennemi, la suffisance.
Après avoir convaincu le démon avec sa performance désespérée, le garçon ne pourrait pas espérer une meilleure action. Après tout, cela fait des années et des années qu'il essaie d'être normal, de prétendre être quelqu'un qu'il n'est vraiment pas. Mimori aurait pu se leurrer en pensant qu'à un moment donné, il était comme les autres, mais cela ne change pas le fait que depuis le début, tout ce qu'il pratique est une performance désagréable mais nécessaire pour vivre dans la société. Au fil des années, il oublie qui il est vraiment, mais les ruines lui rappellent le véritable Mimori. Ainsi, il empoisonne le dévoreur d'âmes, répondant au sang par le sang, comme il se doit. Après avoir été jeté dans cet endroit pour sa faiblesse, après avoir été ridiculisé, le garçon trouve dans la haine la force nécessaire pour sa rédemption. En fin de compte, un garçon jeté comme un déchet parvient à renverser le seigneur de cet enfer. Selon Mimori, une fin pathétique pour le dévoreur des âmes. Pendant ce temps, le démon lutte contre la paralysie, mais la résistance ne fait qu'aggraver les dégâts, et du sang bleuâtre suinte de ses yeux torturés alors que le poison circule dans ses veines. Le dévoreur est consumé jusqu'à ce que des fissures apparaissent dans la lourde structure de son corps. Avec cela, l'entité meurt, libérant les âmes emprisonnées dans l'abîme. Parmi les esprits, il remercie le jeune homme pour ce qu'il accomplit, et parmi eux se trouve le couple que Mimori a découvert dans l'une des salles secrètes. Enfin, Anglin, le grand sage, demande personnellement à Mimori de détruire la déesse Vicious. Après cette brève rencontre, Mimori récupère l'œil du dévoreur et le place dans la porte qui mène à l'extérieur des ruines. Avant de partir pour toujours, il fait ses adieux à l'endroit qui a éveillé son véritable moi. Aux abords de ce monde, nous voyons un dangereux loup poursuivi par le téméraire Oyamada, qui faillit attraper la bête, mais elle ne se rend pas si facilement. Pendant ce temps, un autre de ses compagnons, Takuto, n'a aucune difficulté à vaincre les bêtes grâce à son pouvoir supérieur. En lançant simplement une attaque, il atteint déjà le niveau 18. De son côté, le nouveau chevalier noir, Yasu, parvient également à vaincre ses ennemis, frôlant presque la folie avec ses nouveaux pouvoirs poussés à l'extrême. D'autre part, loin de là, Kobato ne semble pas à l'aise avec l'idée de mettre fin à la vie d'autres êtres. Ikusaga apparaît pour lui demander d'être plus impitoyable si elle ne veut pas mourir dans le processus, et lui demande de ne plus l'appeler par son nom de famille, préférant son prénom, Asahi. Mais elle ne vient pas seulement pour cela, elle veut également informer sa compagne que bientôt tout le groupe se séparera et que, compte tenu des rangs déjà connus, il est tout à fait logique qu'il le fasse, l'égoïsme étant omniprésent de nos jours. Sans rien ajouter, Asahi espère simplement que Kobato n'hésitera pas à la rejoindre lorsque les groupes seront formés. Bien que son amie ne semble pas très confiante, Asahi lui rappelle qu'elle est de classe B et qu'une fille de classe D, comme Kobato, n'entrera jamais dans un groupe de classe S de plus, il est clair que Tuka mourra. Même si Kobato est trop innocente pour comprendre tout ce qu'elle dit, Asahi est plus directe, la touchant et lui faisant bien comprendre que, avant de retourner dans leur monde, elle pourrait utiliser quelque chose de bien qu'elle possède déjà. Bien que de classe B, ce monde n'a techniquement aucune règle, et cela dit, il ne reste plus qu'à devenir plus forte. Après un appel, la jeune fille fait en sorte que les autres amènent un petit monstre menotté pour que Kobato l'élimine. Après tout, elle n'a techniquement pas encore passé l'épreuve imposée par la déesse. Voyant que Kobato refuse de le faire, son ami lui rappelle ce qui est arrivé à Tuka. Si elle dit à la déesse qu'elle n'a pas passé l'épreuve, elle sera probablement condamnée à une mort certaine. Avec toute la douleur du monde, Kobato achève le monstre, ce qui lui permet d'entrer directement dans le groupe d'Asahi. Cependant, c'est vraiment douloureux pour la gentille fille qui n'a jamais voulu vivre dans ce monde, se rappelant seulement de son ancien chat qui a été renversé au milieu de la rue. Néanmoins, un duc bienveillant apparaît pour s'occuper de lui, ce qui apporte plus de larmes à la jeune fille déjà triste. Un peu plus loin, nous voyons ce qui arrive à Ayaka, qui se réveille avec une grande douleur à l'estomac pour une raison inconnue. Elle s'en souvient rapidement lorsqu'elle est frappée par la déesse juste pour s'être opposée à l'envoi de son ami dans un donjon dangereux. N'ayant pas d'autre choix, elle va courageusement voir la déesse pour demander des explications. La déesse, avec des larmes totalement fausses, commence à s'excuser, assurant qu'elle ne ferait jamais cela si le rituel n'était pas si sacré qu'il faut respecter toutes ses anciennes règles, et sinon, son royaume ne survivra jamais. En se rappelant qu'elle a été endormie pendant plusieurs jours, cela pose un nouveau problème, car tous ses compagnons ont beaucoup monté de niveau pendant son sommeil. Certains ne sont même plus capables de blesser un monstre, donc il faut se débarrasser d'eux immédiatement. Après tout, ceux qui ne peuvent pas remplir leur devoir de héros ne servent à rien dans ce monde, ce qu'Ayaka interprète comme signifiant qu'il faut les tuer simplement parce qu'ils sont faibles. La reine elle-même ne nie pas qu'elle le ferait, mais seulement parce que c'est la règle de son monde, et si elle n'existait pas, elle ne tuerait même pas une mouche. Ce qui laisse Ayaka furieuse, qui ne se retient pas et critique ouvertement la déesse pour avoir choisi une méthode aussi cruelle pour ceux qui ne peuvent simplement pas être des héros. Cela fait seulement rire la déesse, qui accepte que ce monde abrite des gens faibles incapables de comprendre ses grandes décisions. Malgré cela, elle affirme que l'élimination des inutiles sera une réalité. Ayaka, étant de classe S, promet de s'améliorer et d'exceller dans tous les domaines,
non seulement pour elle-même mais aussi pour les autres étudiants incapables de passer leurs épreuves, faisant pratiquement une sorte de marché avec la déesse. La déesse ne nie pas que c'est une excellente idée et demande une rapide réconciliation, admettant que le coup qu'elle a donné plus tôt était précipité et insensé. Toutefois, elle rappelle que c'était nécessaire après le tapage causé. Avec une poignée de main ferme, tout est pardonné, mais en quittant la pièce, Ayaka ne peut que constater que la déesse de ce monde a les mains les plus froides qu'elle ait jamais touchées. Un peu plus loin, une personne mystérieuse court à travers la forêt, poursuivie par un groupe étrange qui veut l'attraper. Un homme à l'air mauvais nommé Bledin semble avoir trouvé une trace de la personne, tandis qu'un autre, Ashura, commence à crier à la surprise, ou plutôt à la princesse chevalière, de sortir de sa cachette, promettant de ne lui faire aucun mal. Cependant, Sandé, un autre membre du groupe, ruine la ruse d'Ashura en demandant à ce qu'il tue la fille, tandis que Zarash, un autre membre de la troupe, appelle à plus de concentration. Après tout, ils sont les gardiens sacrés et personne ne s'est jamais échappé d'eux. De retour à Touka, qui voit la lumière du soleil pour la première fois depuis longtemps, il ouvre rapidement son système et remarque qu'il est maintenant au niveau 1789 avec plus de 59 000 points de mana. Il s'intéresse uniquement à voir s'il peut annuler son sort de paralysie à volonté et si son sort de poison peut être arrêté avant de tuer un ennemi. Cela doit être testé sur un ennemi de la forêt. Il lui faut peut-être aussi une épée puissante, c'est pourquoi il sait qu'il la trouvera en affrontant un ennemi en combat rapproché. Entendant un bruit étrange, Touka va voir ce qui se passe et découvre des slimes sauvages en train de maltraiter un slime plus petit. Rappelant que c'est ainsi que va la vie, il se dit qu'il n'y a rien à faire contre la nature. Cependant, en voyant le petit slime se défendre malgré sa situation, Touka en est heureux. Il utilise alors la paralysie sur tous les slimes et un sort de poison pour vérifier s'il existe un menu caché. Apparemment, il en existe bien un, ce qui lui permet de libérer immédiatement tous les slimes tyranniques, qui partent rapidement en voyant la puissance de Touka. Avant de libérer le petit slime, il lui demande de ne pas fuir, le félicitant pour s'être défendu tout seul. Alors que Touka se sépare de lui, le petit slime décide de le suivre sans raison apparente, ce qui surprend Touka. Il se dit que le slime doit sûrement être un paria, comme lui. Nous retrouvons la princesse, épuisée, pensant qu'elle a enfin gagné suffisamment de temps pour élaborer un plan de sauvetage. Pendant ce temps, le petit slime reste avec Touka et assure la surveillance depuis sa capuche, ce qui est un autre avantage pour le jeune homme. En lisant un livre de techniques interdites, il trouve un bon sort, une sorte de renforcement pour les monstres, qui, en théorie, devrait être utile à son nouvel ami. Mais avant toute chose, il faut clarifier la situation. Touka révèle au petit slime que le suivre signifie affronter de nombreux ennemis, car son voyage est une quête de vengeance. Avec cette mise en garde, le slime comprend et accepte de suivre le jeune homme, qui lui donne le nom de Pijimaru pour cesser de l'appeler simplement Slim. Ce nom enchante le petit, mais le regard de Touka est fixé sur le château de la princesse qui a tenté de le tuer. Pendant ce temps, la princesse réalise qu'elle n'a pas gagné autant de temps qu'elle le pensait, car les sbires à ses trousses sont proches. Sans autre choix, elle sort son épée pour combattre et invoque la grâce de tous les esprits possibles. Pourtant, les sbires qui la suivent trouvent Touka, qui semble très effrayé en rencontrant des inconnus comme Zarash, qui lui demande tout ce qu'il a de valeur pour éviter une mort certaine, tandis que Bledin veut simplement le tuer pour étancher sa soif de vengeance. Cela déclenche une bagarre entre les sbires pour savoir qui tuera Touka en premier, ce qui l'énerve, mais il se contient. Lorsqu'il commence à parler d'une femme et de ce qu'il lui ferait, Touka implore pour sa vie comme un lâche, et profite de ce moment pour utiliser la paralysie juste avant de recevoir un coup. Cela montre que son pouvoir fonctionne également sur les humains, peut-être avec la déesse comme seule exception. Se rappelant sa première confrontation dans ce monde, lorsqu'il a ressenti tant de peur dans le donjon, Touka confirme qu'il n'est plus la même personne faible du passé. Il choisit de finir rapidement ses ennemis sans remords, en utilisant son poison. Après cela, il sent une autre présence proche. Pendant ce temps, la princesse, ne sentant plus ses ennemis, se demande pourquoi. Elle remarque une présence étrange et coupe un buisson où se trouve Pijimaru. Touka immobilise la jeune femme et remarque une forte soif de sang en elle, ce qui éveille sa curiosité. Il veut parler avec elle pour obtenir des informations, étant nouveau dans ce monde. Cependant, avant cela, la princesse demande des informations sur les 4 personnes proches d'elle, parlant lentement à cause de la paralysie. Touka utilise son système pour accélérer sa parole et s'excuse, disant qu'il ne fait confiance à personne. La princesse redemande alors des informations sur le groupe de 4, ce à quoi Touka répond qu'il les a tués. La jeune femme est surprise car il s'agit des gardiens sacrés. Reconnaissante pour son honnêteté, elle promet de répondre à ses questions en guise de remerciement. Après un moment de discussion, Touka découvre qu'il n'est plus à Alion, mais dans le royaume de Ulza. La princesse l'a donc envoyé très loin. Pour sa dernière question, Touka veut des informations sur son parchemin mystérieux. Malheureusement, la jeune femme ne peut pas le lire, mais elle connaît quelqu'un qui pourrait, la sorcière du royaume, située dans la terre des monstres aux yeux dorés. Touka se prépare à partir,
assurant à la princesse que le sort de paralysie se dissipera dans quelques minutes, la rendant libre. La princesse lui souhaite un bon voyage, ce qui lui rappelle sa tante, toujours si gentille. En s'éloignant, Pijimaru demande pourquoi ils n'ont pas tué la jeune femme. Touka répond qu'il ne tue jamais sans raison, mais il admet qu'il devrait marcher plus vite, car rien ne garantit qu'elle ne reviendra pas pour sa tête une fois libérée. La nouvelle mission de Pijimaru est donc de surveiller leurs arrières, ce qu'il accepte avec enthousiasme comme un soldat. Et rapidement, nous voyons comment Touka est arrivé dans une ville où il était totalement inconnu. En se cachant, il a informé la garde de sécurité qu'il venait simplement explorer un peu la ville de Mills. Sans trop de problèmes, ils l'ont laissé passer, même s'il était un étranger, car ils avaient besoin d'explorateurs pour les ruines de la ville. Une fois à l'intérieur, sans avoir tout vérifié, tout semblait bien se passer pour le jeune homme qui s'est dirigé directement vers une auberge pour une chambre personnelle particulière, coûtant 2000 makas par nuit. L'aubergiste, sceptique, a cru que Touka ne pourrait pas payer, mais en voyant l'argent, il a rapidement commencé à le traiter comme un roi. Cependant, lorsqu'il lui a demandé son nom, notre protagoniste savait qu'il devait se protéger et a rapidement inventé le nom de Hatiskol pour passer totalement inaperçu dans la ville. En arrivant dans sa chambre, il a finalement pu étendre tous ses vêtements, et il ne restait plus qu'à explorer un peu la ville de Miss pour profiter de la belle nuit. Plus Touka explorait, plus il remarquait que les villes ressemblaient à celles des jeux vidéo, et le guilde des aventuriers devrait être proche. Cependant, ayant un peu faim, il devait d'abord manger quelque chose, une délicieuse soupe d'un autre monde, entourée de gens joyeux, ce qui lui a confirmé qu'il avait bien fait de venir dans une ville si paisible. En écoutant l'un des ivrognes de la taverne, il a entendu dire que tous les pays du continent avaient des armées puissantes, ce qui rendrait difficile de savoir laquelle était la meilleure. Des noms comme celui de l'empereur à la beauté folle ont été mentionnés, révélant qu'ils avaient un record invaincu de combats gagnés. Mais à la fin de la discussion, les ivrognes ont convenu que les chevaliers du Dragon Noir étaient les meilleurs de tous. Cette armée avait réussi à anéantir tout un empire grâce à ses 5 leaders qui, comme leur nom l'indique, utilisaient des dragons pour combattre. Cela a donné à notre protagoniste suffisamment d'informations pour savoir quel genre de lieu il avait découvert. En rentrant chez lui, il n'avait pas oublié son ami, et ils ont donc dîné ensemble. Pendant que ce dernier mangeait, Touka a commencé à dresser une liste de choses à faire, décidant d'abord de chercher quelqu'un qui pourrait vraiment lire le parchemin interdit du héros qu'il avait trouvé dans cette grotte. Selon les informations de la jeune fille qu'il avait rencontrée récemment, il savait qu'il devait trouver la sorcière des tabous dans la terre des monstres dorés. De plus, le potentiateur de monstres devrait être à proximité, et cela améliorerait Pijimaru. En repensant à la discussion des ivrognes, il a entendu dire que la ville était très animée grâce au marquis des ruines, qui avait découvert un nouveau donjon contenant des milliers de nouveaux objets à obtenir. Le livre des recettes magiques mentionnait que pour créer un potentiomètre à partir de rien, il fallait un os de roi squelette, qui se trouvait commodément dans les donjons de Mills, la ville où il se trouvait actuellement. Ce ne serait donc pas une mauvaise idée d'aller enquêter. Le lendemain matin, à la première heure, nous voyons le marquis de la ville, nommé Cred, qui était le grand sage que tout le monde connaissait, et qui remerciait simplement tous les aventuriers prêts à risquer leur vie pour explorer la nouvelle ruine récemment découverte. Il leur montrait aussi un calice en œil de dragon, qu'il souhaitait ardemment, offrant une récompense de 300 pièces d'or pour sa découverte. D'autres trésors tout aussi légendaires seraient également récompensés, et les aventuriers auraient la liberté de garder tout objet de monstre qu'ils désiraient. Touka s'est promis de faire de son mieux, car la poussière du roi squelette pourrait être obtenue sans aucun problème, ce qui nous conduit directement à l'inscription, nécessitant de faire une longue file d'attente. Dans la même file d'attente, Touka a remarqué un individu étrange avec une coupe de champignons qui embêtait une jeune fille à proximité. Selon cet étrange personnage, la jeune fille avait la même voix qu'une capitaine d'une certaine nation qui avait récemment mis une récompense pour elle. La coupe de champignons était donc certain qu'il s'agissait bien d'elle, car il l'avait rencontrée par le passé, mais elle l'avait rejetée grossièrement. Il prétendait qu'elle avait la même voix et le même cœur généreux que la dernière fois. La jeune fille lui a simplement demandé de partir, ce que l'étrange individu, Monk, a accepté à condition qu'elle enlève sa capuche pour qu'il puisse la voir. Sans demander la permission, Monk a découvert le visage de la jeune fille, mais il s'est retrouvé face à quelqu'un de très différent de ce qu'il croyait. La jeune fille, affirmant qu'il s'était trompé, s'est présentée comme Mist Barka. Touka la reconnaissait de leur ancienne rencontre dans la forêt. Après s'être inscrit, Touka a voulu se promener en ville pour chercher quelques objets manquants pour son petit ami. Il a de nouveau rencontré la jeune fille de la forêt, qui lui a demandé un moment pour discuter. Elle voulait simplement savoir s'il était en ville pour le donjon, et le jeune homme acquiesce. Le jeune homme a cependant suggéré à Mist qu'elle ne devrait pas se faire autant d'ennemis parmi les inconnus, car cela pourrait lui causer des problèmes. La jeune fille a rétorqué qu'elle savait se protéger. Voulant profiter de la connaissance de Mist, Touka lui a demandé un grand service, l'aider à acheter de l'équipement pour explorer les ruines, car en étant nouveau en ville, il risquait de se faire arnaquer. En échange, il lui a proposé une somme d'argent.
La jeune fille a admis qu'elle avait besoin de fonds pour son voyage personnel, donc ils ont rapidement conclu un accord. Tuka s'est à nouveau présenté sous le nom de Hati pour se protéger, remarquant que la jeune fille utilisait également un faux nom. Ils ont convenu que c'était une façon de se protéger. Au marché, avec l'aide de la jeune fille, notre protagoniste a pu obtenir tout ce qu'il voulait à un prix décent. Il a tenu sa part du marché en la payant pour ses conseils avec 3 pièces d'argent, ce qui semblait beaucoup pour Myst. Mais Tuka savait que ces mêmes pièces, ou même plus, auraient pu être perdues avec n'importe quel escroc. Bien que la jeune fille soit heureuse, elle était également extrêmement faible et s'est évanouie devant le jeune homme, car elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Ne voulant pas causer plus de problèmes, elle s'est enfuie, laissant Tuka libre d'aller directement au nouveau donjon. À son arrivée, il a rencontré un groupe d'aventuriers fuyant une bête mineure. Cette bête ne posait pas de problème pour Tuka, qu'il a rapidement neutralisé, se rappelant les minotaures géants qu'il avait affrontés à son arrivée. En poignardant la peau de la bête, il a constaté qu'elle était extrêmement molle, contrairement aux bêtes qu'il avait affrontées dans les ruines des déchets, qui avaient une peau d'acier. Les aventuriers craintifs sont revenus avec un autre aventurier costaud, mais ils ont trouvé la bête déjà morte. Alors qu'ils étaient surpris, notre protagoniste pensait simplement que les bêtes étaient vraiment faibles malgré le fait qu'il s'agissait du dernier donjon découvert en ville. En ouvrant son menu de système, il a remarqué qu'elle donnait également très peu d'expérience. Et quelques heures plus tard, Tuka entend Monk parler avec d'autres aventuriers. Plus précisément, il négocie avec eux pour qu'ils trouvent Myst, car il veut se venger d'avoir été ridiculisé récemment. Les autres aventuriers pervers acceptent sans hésiter, car ils veulent eux aussi s'amuser un peu avec la voluptueuse jeune femme avant de la tuer. Cela déplaît profondément à Tuka qui, courageusement, s'approche des dépravés et les traite de ratés. Évidemment, cela les met en colère et ils veulent immédiatement l'éliminer. Tuka demande alors un peu de pitié, prétendant qu'il ne veut pas être si arrogant. Monk éclate de rire en disant qu'il est trop tard, exposant ainsi Tuka à une paralysie. Tuka commence immédiatement à interroger Monk sur la personne qu'il veut blesser, car cette attitude lui rappelle ceux qui l'ont blessé par le passé. Cela déclenche la libération de son venin, qui s'attaque à ses ennemis. Après tout, éliminer des ordures comme eux est la nouvelle distraction de Tuka, qui écoute Monk promettre que dès qu'il pourra bouger, il fera souffrir le jeune homme. Cependant, Tuka rit intérieurement, sachant que ceux qui vont mourir ne pourront même pas le toucher. Son venin, ou les monstres qui apparaissent ensuite, feront le travail. Avec un problème en moins, Tuka continue à descendre dans le donjon, réalisant qu'il ne reste plus qu'un étage avant d'atteindre sa destination. Mais avant cela, il doit se reposer. Et quand je dis un moment, c'est littéralement juste 3 heures, sans problème grâce à la garde de Pijimaru. De retour en action, il rencontre les tigres à dents de sabre, un groupe qui l'informe que quelque chose d'étrange se passe dans ces ruines, car les monstres meurent sans raison apparente. Le sous-capitaine Foss explique qu'il n'y a aucun sens à ce que les bêtes n'aient aucune blessure, mais qu'elles semblent pourtant avoir été tuées. La capitaine Lily décide qu'il n'est pas sûr de rester longtemps avec cette nouvelle menace et quitte les lieux. Tuka, quant à lui, sait qui est le mystérieux individu qui élimine les bêtes. Il continue à explorer les étages et finalement, il trouve une récompense, le calice de l'œil du dragon est devant lui. Mais il soupçonne qu'il y a un piège. Voyant un dragon étrange et gelé à proximité, il utilise une paralysie préventive et du venin pour prendre le calice. Bien que la bête ait été détruite, Myst apparaît derrière lui, regrettant d'être arrivé quelques minutes après Tuka, car elle a perdu beaucoup d'argent en se reposant. Mais Tuka, toujours humble, lui propose de lui donner le calice si elle en a vraiment besoin. Myst, incertaine, lui demande ce qu'il souhaite en échange, car 300 pièces d'or sont une somme énorme. Hati, l'aventurier, est généreux, surtout avec les jolies filles, selon Tuka. Mais pour Myst, accepter autant d'aide est une atteinte à son honneur. En apprenant que Tuka cherche un monstre de niveau supérieur, elle propose rapidement de devenir sa garde du corps en remerciement. Tuka, voyant qu'elle semble sincèrement vouloir l'aider, accepte son offre. Mais il met une petite règle, tous deux doivent éviter de poser des questions qui pourraient révéler leurs véritables circonstances. Des conditions que Myst accepte courageusement, promettant de protéger le jeune homme même au prix de sa vie. Ainsi, elle commence son travail en éliminant seule une grande bête, ce qui impressionne Tuka. Il ne peut s'empêcher de demander à propos des monstres dorés. Elle lui explique qu'il porte ce nom parce qu'il donne plus d'expérience, particulièrement aux héros venus d'un autre monde, qui, pour une raison quelconque, ne gagnent pas d'expérience en tuant des humains, les monstres étant leur meilleure option. Cela rappelle à Tuka pourquoi les individus qu'il a tués ne lui ont rien rapporté en expérience. De plus, il apprend que ces monstres dorés ont absorbé une partie de l'énergie du roi démon, un mot qui fait penser au jeune homme à ses compagnons, qui doivent maintenant s'entraîner pour le vaincre. Sans plus tarder, il continue à explorer, mais comme il y a beaucoup de travail, il est temps de dormir. Pijimaru, leur fidèle gardien, assume cette tâche. C'est alors que Myst rencontre Pijimaru pour la première fois. Tandis qu'elle dort, il veille sur elle, mais sachant qu'elle refuserait probablement de se reposer, Tuka utilise un sort de sommeil sur elle. Il remarque que petit à petit,
le sort de la jeune femme se dissipe tout seul, révélant qu'elle a toujours été la chevalière Néa. Revenant à la forêt de leur précédente rencontre, un groupe d'explorateurs se demande qui a bien pu vaincre les 4 gardiens sacrés en si peu de temps. Le plus puissant humain du monde, Sivy Gartland, semble plus excité qu'inquiet de savoir qu'il existe quelqu'un d'aussi fort et proche de lui. En parlant d'elle, la paladine se réveille sans savoir comment elle s'est endormie. Pijimaru semble vouloir l'alerter de quelque chose, réveillant son maître avec du bruit. Ils continuent leur voyage jusqu'à ce qu'ils trouvent une pièce où Touka croit que son supérieur est absent. Cependant, après avoir entendu un bruit d'effondrement, le duo s'éloigne rapidement du son. Un roi squelette est alors révélé, ayant creusé son chemin jusqu'à la surface. Les deux savent que c'est un ennemi redoutable et doublent leur vigilance. Mist connaît le monstre et sait que la partie argentée sous son menton doit être brisée. Néanmoins, la princesse souligne que même les tigres sabres ne pourraient pas affronter ce adversaire, donc la prudence est de mise. En analysant la créature, Touka pense qu'elle voit Mist comme la véritable menace ici. Dans son premier mouvement, la princesse annonce son intention d'utiliser la magie pour améliorer ses capacités physiques et créer des armements exclusifs. Mais comme il s'agit d'une technique qu'elle souhaite garder secrète, elle demande à Touka de la garder entre eux. De plus, elle s'excuse à l'avance si elle ne peut pas protéger Touka de cet ennemi, car elle ne connaît pas sa véritable force, demandant donc au garçon de fuir si nécessaire. Après cela, le garçon paralyse et empoisonne le roi squelette avec aisance, laissant Mist stupéfaite. Après avoir vaincu le monstre, Touka est ravi de trouver ce qu'il cherchait, la poudre d'os de ce monstre, permettant l'amélioration physique de Pijimaru. Mist demande si c'était l'objectif que le garçon recherchait, mais Touka garde le secret et affirme qu'il répondra à toutes les questions qu'il peut à la surface. Ensuite, Pijimaru indique une direction, et Touka y va pour trouver un objet étrange brillant intensément, comme un tissu magique ou quelque chose du genre. À l'intérieur du tissu, il y avait un œuf que le Slim voulait ramener chez lui, alors l'humain aide Pijimaru même sans savoir ce que c'est. Par ailleurs, dans le donjon, des mercenaires étaient poursuivis par des chevaliers squelettes, courant pour sauver leur vie. L'un des combattants tente de vaincre les monstres mais est repoussé sans difficulté. Sakura pleurait car elle avait perdu sa main au combat, tandis qu'un ami la sauve en espérant que la déesse guérira la grave blessure. En prenant la ligne de front, Ayaka ne se sent pas assez confiante pour avancer contre les ennemis, donc Oyamada prend l'avant-garde et délivre le coup de poing écarlate, détruisant le premier squelette. Juste derrière, Takuto utilise son célèbre explosion dragon pour éliminer le problème une fois pour toutes. Après cela, le garçon admet même qu'il a affronté des adversaires redoutables, mais qu'il est simplement plus fort et a prévalu. Avec cela, il atteint le niveau 24. À l'extérieur du donjon, Mist exhibe le calice de l'œil du dragon, laissant tout le monde autour d'elle en admiration. Isolé de la foule, Touka conclut ses affaires dans les ruines de Miss lorsque Mist arrive en courant vers lui. Elle lui annonce qu'il y aura une réception demain où elle recevra sa récompense, et qu'elle passera la nuit en ville. Profitant de la liberté de la princesse, Touka lui demande un entretien privé dans sa chambre à 20 h. Surprise par la franchise du garçon dans la programmation de la réunion, elle accepte les termes. Avant de partir, Mist le remercie pour son aide dans la récupération du calice. Plus tard, avant l'arrivée de la princesse, Touka prépare la solution tant attendue d'amélioration des monstres. Mist frappe à la porte à l'heure exacte convenue. Allant droit au but, Touka révèle qu'il aimerait engager la paladine comme garde du corps, bien qu'il comprenne qu'elle préfère peut-être utiliser l'argent du calice pour voyager ou faire d'autres choses. En mentionnant le calice de l'œil du dragon, Touka souhaite rappeler à la fille qu'il l'a aidée tout au long du processus, comme un moyen de la pousser à accepter ce qu'il veut. D'une certaine manière, Touka sait que c'est un jeu déloyal, mais honnêtement, cela lui importe peu. Son objectif est de trouver la sorcière des tabous dans le pays des monstres aux yeux d'or, et il se sentirait plus en sécurité avec une talentueuse épéiste à ses côtés pour cette mission. Quoi qu'il en soit, Mist révèle qu'il serait pratique pour elle de suivre ce chemin, car elle doit se rendre au duché de Yonato. Cependant, la femme montre encore des signes d'indécision. Touka lui demande donc de prendre le temps de réfléchir à la proposition sans se précipiter. Il révèle ensuite qu'il sait que le vrai nom de Mist est en réalité Sora, profitant de l'occasion pour lui dire qu'il l'a fait s'endormir dans les ruines de Mist par un sortilège, pensant que l'elfe, inquiète de cacher sa véritable identité, n'avait pas dormi depuis longtemps. Il jugeait préférable de lui offrir ce repos même sans son consentement. À ce sujet, Mist révèle qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour dissimuler son identité. En échange, cela exige qu'elle renonce à son désir de dormir. En d'autres termes, elle doit rester éveillée pour que l'effet perdure. De plus, les gardiens sacrés poursuivaient Mist parce qu'ils l'avaient prise au dépourvu et découvert qu'elle était la paladine recherchée. Maintenant qu'ils sont tous morts, elle remercie à nouveau l'humain, révélant ses oreilles pointues d'elfe. Voyant la femme renoncer à cacher son identité, Touka suppose qu'elle lui fait confiance, ce qu'elle confirme. Ainsi, l'homme rend l'appareil en révélant son vrai nom mais demande à l'elfe de ne partager cette information avec personne. En retour, il ne dira à personne que Mist est en réalité la princesse de la nuit. Sur ce,
ils scellent leur accord pour entreprendre ce voyage ensemble. Touka donne alors à Mist une pierre magique bleuâtre comme paiement pour la nouvelle garde du corps. Elle reste sans voix, car il s'agit certainement d'un joyau de dragon bleu. Touka, ignorant la valeur de cet objet, demande si c'est un article précieux. Mist explique que ces pierres naissent à l'intérieur de dragons légendaires aux yeux bleus et sont extrêmement rares. Leur valeur dépasse même celle du calice de l'œil du dragon. Elle ne comprend donc pas comment Touka peut lui donner quelque chose d'aussi précieux. Face à la réaction de la princesse, l'homme croit qu'elle est trop bonne pour son propre bien. Néanmoins, il réaffirme que le joyau appartient à Mist, et si elle ne le veut pas, elle peut simplement le jeter. La princesse renonce donc à argumenter et décide de garder son paiement. Touka demande à continuer d'être appelé Ati, et il l'appelle désormais Mist. Puisque le sujet a été abordé, Mist remarque que son compagnon de voyage connaît encore très peu d'elle, alors elle prévoit de partager plus sur son passé. Cependant, Touka ne souhaite pas enquêter sur le passé de la princesse, il se soucie uniquement d'avoir un garde du corps précieux à ses côtés pour ce voyage. Mist commente la gentillesse de son employeur, qui lui permet de garder sa discrétion, et il répond qu'il est effectivement un gars cool. Après la réunion, pendant qu'elle prend un bain, la princesse de la nuit réfléchit à la nécessité de se purifier avant de rencontrer Touka. Lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas connaître son passé, Mist lui a cru, tout comme elle avait confiance en la princesse. À l'aube, ils se retrouvent dans une taverne pour le petit déjeuner. Deux hommes à une autre table offensent la femme en disant qu'une mercenaire l'a déjà piégée. L'un d'eux commente qu'on l'a vu sortir de la chambre du gars assis à côté d'elle. Bien que Touka soit impliqué dans la conversation, il demande à la paladine de ne pas prêter attention à ses remarques. Pour la distraire, il lui demande si elle a déjà entendu parler de la magie interdite. Dès qu'elle confirme, Touka remarque qu'elle a toujours l'habitude de toucher sa poitrine en parlant. Mist explique que ces magies sont des sorts anciens interdits par la déesse par décret. En entendant cela, le garçon imagine que la déesse interdit ces sorts précisément parce qu'ils sont dangereux pour elle. Après le petit déjeuner, l'elfe informe Touka que la réception est prévue pour maintenant, donc elle part recevoir sa récompense et dit qu'elle devrait revenir en début d'après-midi. Sous le pseudonyme de Hati, le héros abandonné par la déesse de ce monde poursuit son chemin seul jusqu'au retour de Mist après ces jours passés en sa présence. L'homme a enfin le temps de se concentrer sur son travail, comme améliorer Pijimaru. Lors de la réception, Mist écoute Cred, marquis de Mills, qui remercie tous les invités pour leur présence et annonce qu'il a fait venir un sorcier spécialisé dans la rupture des illusions pour prouver l'authenticité du calice de l'œil du dragon. En entrant dans la salle, le sorcier a une apparence effrayante et Mist déglutit difficilement face à cette expression froide et excentrique. Pendant ce temps, Touka garde un œil sur l'heure en attendant le retour de son garde du corps. De retour au château d'Alion, le quartier général des héros de ce monde, Ayaka demande si Sakura va bien, et la déesse Vicious assure qu'elle lui recollera la main grâce à la guérison, mais rappelle qu'elle ne peut pas le faire pour tout le monde. Sakura appartient au rang B, et c'est la seule raison pour laquelle elle bénéficiera de ce privilège. Ensuite, Vicious demande à Ayaka si elle se joindra au groupe de Kiriara, et la fille ne pense pas qu'elle s'entendrait avec ce gars, mais c'est justement pour cela que l'entité a soulevé la question. Selon elle, Ayaka trouble l'harmonie de la classe première C avec son égoïsme. Ayaka tente désespérément de se défendre de cette accusation, alors Vicious demande à l'humaine de se calmer, affirmant que cela pourrait n'être qu'une rumeur infondée de certains camarades. Sur ce, la déesse commence à pleurer et se blâme elle-même. Ayaka insiste pour demander pardon mais réitère qu'il n'est pas bon de la faire rejoindre Kiriara. Vicious sous-entend que cette décision équivaut à tourner le dos à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, alors l'humaine argue qu'elle remplit son devoir en tant qu'héroïne de sa classe à sa manière. En conséquence, Vicious remet à la fille tous les élèves qui n'ont pas réussi le test, ce qui signifie qu'elle sera responsable de leur formation. Si Ayaka refuse, l'entité affirme qu'elle n'aura d'autre choix que d'éliminer tout le monde, car elle a reçu un décret royal pour suivre strictement les règles d'Alion sans échappatoire. L'héroïne accepte la proposition et, dès qu'elle part, Vicious exprime enfin toute sa haine pour la petite peste. En surveillant l'heure, Touka commence à penser que quelque chose pourrait être arrivé à Mist. Il demande l'avis de Pijimaru, si le Slim crie 2 fois, il pense les abandonner, sinon il pense autrement. Lorsque Pijimaru émet un seul cri, Touka convient qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'il ne reste plus qu'à faire confiance au fait que Mist n'est pas partie, puisqu'elle n'a aucune raison de le faire. Entre-temps, Touka entend des gens dans la rue dire que la femme qui a trouvé le calice est la princesse fugitive et qu'elle s'est échappée dans la forêt noire tout en étant poursuivie par les chevaliers du dragon noir. Les paroles de Touka se confirment alors. Pendant ce temps, Mist se précipite dans la forêt tandis que les hommes montés sur des bêtes ailées attaquent. Après avoir enchanté son épée, elle abat le premier adversaire. Ensuite, le deuxième tombe sous la lame de l'elfe, même si son illusion brisée affecte considérablement son énergie spirituelle. Mist tue alors le troisième adversaire. Ensuite, Mist affronte Jizin, vice-capitaine de l'équipe dirigée par Sir Orbin des 5 dragons. Incapable d'utiliser son vêtement spirituel, l'elfe devra se débrouiller avec les esprits disponibles, puisque Jizin prévoit de tuer la princesse.
L'officier Vantard révèle que l'équipe d'Auban a des ordres secrets et veut Mist morte. Cependant, avant de le faire, il compte montrer à l'elfe ce que c'est que d'être avec un homme avant de l'envoyer dans l'au-delà. À ce moment-là, Touka arrive juste à temps pour paralyser et empoisonner Gisin, puis il endort l'ennemi de peur qu'il n'entende quelque chose qu'il ne devrait pas. De cette manière, il découvre qu'il sera également poursuivi s'il continue à être avec Mist, alors l'elfe souhaite rompre l'accord qu'ils ont conclu. Cependant, au lieu de fuir, Touka donne tous ses joyaux de dragon bleu à la princesse pour qu'elle ne manque pas de ressources. Enfin, il demande à Mist d'enlever ses vêtements sur place, laissant la fille sans voix. Il explique que des gens à Mist l'ont vu dans cette tenue, donc il serait préférable de se changer pour éviter d'être reconnu, mais il s'excuse s'il la laissait confuse. Elle admet qu'elle a été un peu ébranlée par cela, mais change rapidement de sujet en se demandant pourquoi ils agissent comme si l'accord était toujours en place. À ce propos, Touka aimerait savoir pourquoi Serra ne négocie pas avec la sorcière du tabou et ne cherche pas à obtenir l'asile, puisque personne n'a découvert où cette sorcière vit. Comme il se rend seul dans le pays des monstres pour en apprendre davantage sur cette magie ancienne, il suggère de rétablir leur accord pour qu'elle puisse l'accompagner dans son voyage. Serra ne comprend pas pourquoi Touka agit ainsi en pensant à elle, alors il explique qu'elle lui rappelle sa tante, non pas par son apparence ou sa personnalité, mais comme si elle dégageait la même aura. En entendant cela, Serra répond qu'il est effectivement très gentil, et contrairement à 95% des protagonistes d'anime, Memory n'est pas humble et reconnaît qu'il excelle dans cet aspect. Bientôt, le dragon du chevalier meurt des effets du poison, frustrant le héros exilé de ne pas avoir gagné en expérience. À ce moment-là, un homme se réveille désespérément dans son lit après avoir fait un cauchemar où un jeune Sivit exige qu'il lui remette l'être le plus puissant de son royaume. Selon l'histoire, Sivit est le chef des 5 dragons, mais Touka observe qu'il en manque un. À ce propos, Auban, l'un des membres, commente que le chef n'avait pas besoin de tuer Gisin, ce à quoi le leader répond que le subordonné ne devrait pas s'émouvoir pour ses petits boulots. D'ailleurs, il veut savoir si c'était Oltra qui avait donné cet ordre, et Serra sursaute en entendant ce nom. Il y a quelque temps, Oltra était censé livrer la princesse pour qu'elle soit restaurée de sa vieillesse et transformée en un homme plein de vigueur, mais il craignait que sa princesse ne soit souillée et offrit tout en retour pour garder Serra avec lui. Maintenant, terrifié dans son lit, il souhaite la mort de la femme. Dès qu'elle découvrira qui a ordonné son exécution, Serra Ashrin sera paralysée par la terreur. Sivit souligne que Gisin allait gâcher ce plan en souillant la princesse, c'est pourquoi il a été tué. Cela dit, Touka se rappelle que l'homme était complètement immobilisé et ne représentait plus une menace, mais qu'il a quand même payé de sa vie. Schweitz, le vice-capitaine des chevaliers, informe que Oltra leur a laissé décider de ce qu'il fallait faire de la victime, suggérant qu'ils offrent Ashrin en récompense aux subordonnés avant de l'éliminer. Cependant, Auban rappelle que l'ancien empereur saint a demandé de rendre l'ancienne princesse avec sa pureté intacte. Selon le chevalier, il semble que le vieil homme ne mourra pas en pétant que l'elfe ne quittera pas ce monde. Pour résoudre la situation, Sivit appelle la femme pour un duel, et si elle gagne, sa vie sera épargnée. Le dernier des chevaliers du dragon noir, Mitama, remarque que l'armure spirituelle du capitaine des chevaliers sacrés est renommée, et Sivit exprime son désir de tester cette armure en combat. Cependant, son intérêt réel à ce moment est le jeune homme à côté de l'elfe, alors il lui demande son nom. Touka ne sait pas comment réagir, et la sueur de son front coule le long de son visage, surtout parce que le plus fort de l'humanité est toujours hors de portée, un homme encore plus puissant que le dévoreur d'âmes. Touka a alors l'idée de s'approcher tout en parlant au chevalier, mais Sivit lui ordonne de s'arrêter, donc le garçon se présente sous le nom de Hatiskol. Le chevalier réalise immédiatement que c'est un faux nom, ce qui fait encore plus transpirer le garçon, car il doit cacher son vrai nom. Sivit suppose que ce garçon a une histoire à raconter. Schwertz demande pourquoi le capitaine s'intéresse tant au garçon, et il explique que cet enfant ne tremble pas devant les 5 dragons et pourrait attendre une opportunité pour attaquer. Pourtant, Sivit pense qu'il est encore trop tôt pour fermer le rideau sur cette scène, et Touka attend en effet patiemment le moment idéal pour utiliser son pouvoir. Pour cela, il fait un autre pas vers le leader des dragons, et comme le chevalier cherche une cible digne de ce nom mais n'en voit aucune à sa hauteur, il suggère la déesse d'Alion Vicius. Sivit se rappelle que son pays de Bakuo et Alion ont forgé une relation étroite, et il a de grandes attentes pour les héros qu'elle a convoqués dans ce monde. De plus, il croit que les pouvoirs de bénédiction de cette déesse permettent à ces héros d'atteindre rapidement le sommet de leur force, ce qui pourrait en faire de potentiels rivaux à l'avenir. Attentif à chaque mot, tout ce que Touka interprète est que cet homme est obsédé par la recherche d'un adversaire digne de ce nom. En effet, il fait honneur à son surnom. Quoi qu'il en soit, Sivit Gartland perd son intérêt pour le garçon et maintenant il tourne son attention vers Serra. Le capitaine des dragons propose d'offrir la tête de la fille à Cattléa, princesse de Néa. Il ajoute aussi que Serra est la cause du changement d'attitude de Bakuo concernant l'alliance et l'invasion de Néa. Face à la surprise de l'ex-princesse, Orban trouve sa réaction étrange, pensant qu'elle savait déjà que Bakuo avait dévasté Néa parce que leur déesse avait ordonné que son petit paladin soit livré, mais que l'empereur sacré avait refusé de le faire.
Selon Schweitz, c'est la récolte de ce qui a été semé, tandis que Sivit Gartland exprime son désintérêt pour ceux qui abandonnent le combat même face à la mort. Pour lui, peu importe si quelqu'un est misérable et faible tant qu'il a la volonté de le confronter, bien qu'il adorerait que cette personne ait la force de le vaincre. À ce propos, Tuka termine d'élaborer un plan dans sa tête et se propose comme adversaire capable de menacer la vie du plus fort des humains. De plus, il révèle son vrai nom et s'identifie comme un héros d'un autre monde, laissant les chevaliers perplexes, y compris Ashin elle-même. À cela, Sivit sent que les pièces du puzzle se mettent en place et comprend pourquoi il était intéressé par ce garçon dès le départ. Sachant que le chevalier blanc a un talent pour détecter les mensonges, Tuka décide de passer en mode honnêteté totale et affirme qu'il a été rejeté par la déesse Vicious et forcé de vivre séparé des autres héros parce qu'il était à un niveau différent d'eux. Sivit se demande si c'est parce que le garçon est spécial, et il confirme que oui, il est considéré comme spécial par la déesse d'Alion elle-même, bien qu'il soit spécial de manière négative, ce qui reste vrai, mais Tuka garde cela pour lui. Ainsi, il aimerait reporter une confrontation possible pour l'instant, afin de pouvoir se développer et affronter Gartland dans un avenir proche, et finalement vaincre le plus fort des humains. Mais Tuka va plus loin en affirmant qu'il deviendra suffisamment puissant pour affronter la déesse Vicious elle-même. Intrigué, Gartland lui demande comment il compte atteindre un tel niveau, et il révèle qu'il se rendra au pays des monstres aux yeux dorés, car la déesse elle-même a déclaré qu'elle n'interviendrait plus dans sa vie s'il parvenait à s'échapper des ruines de non-retour. Cependant, c'est Tuka qui veut interférer dans la vie de la déesse d'Alion. Ainsi, le héros déchu veut clarifier qu'il n'y a aucune chance qu'il parte et qu'il tiendra parole concernant une confrontation future, car il désire accomplir sa vengeance contre Vicious, ce que Sivit comprend immédiatement. Satisfait des circonstances, le chevalier accepte la proposition, mais avant de partir, il doit régler son problème avec Ashrin. Tuka argue qu'il a besoin du pouvoir de l'elfe pour atteindre le pays des monstres aux yeux dorés et qu'il a l'intention de l'utiliser uniquement pour devenir plus fort. Sivit sent la sincérité du jeune homme et prévoit de les libérer tous les deux. Orban commence à protester, mais le chef menace d'éliminer le subordonné s'il continue à parler. Cela réglé, il ordonne à Schweitz d'informer Grimrité que personne ne doit toucher Tuka et Ashrin. Ensuite, les 4 dragons partent, et avec le chef distrait, Tuka attend le bon moment pour les paralyser tous ainsi que leur monture. Alors que les hommes se tordent au sol, Tuka libère le poison et fait saigner les chevaliers du dragon noir. Leur capitaine se relève malgré les effets de la paralysie et du poison. C'est la deuxième fois que le porteur de cette capacité voit quelqu'un bouger dans un tel état de paralysie, la première étant le dévoreur d'âmes. Maintenant, Gartland tente de lancer sa lance sur l'attaquant, mais sans succès. Le mourant Mitama signale une escouade en attente qui s'approche rapidement. Tuka dit alors à Ashrin qu'elle peut fuir si elle le souhaite, mais elle choisit de rester, après tout, elle est la garde du corps du garçon. Cependant, elle a maintenant une bonne raison d'accepter ces gemmes du dragon bleu comme récompense. Se tordant de douleur, Sivit Garland ordonne à Aen d'éliminer les 2 attaquants sans s'approcher pour éviter de tomber dans la portée du héros envoyé par Alion. Pendant ce temps, Tuka prépare son pouvoir acquis grâce à la solution d'amélioration des monstres qu'il a développée avec Pijimaru. Bientôt, il lance l'attaque dans le ciel, projetant des tentacules de slime qui se connectent au corps humain et s'étendent jusqu'aux cieux, permettant à Tuka de paralyser ses cibles à distance. Alors qu'une pluie d'hommes et de dragons peint le ciel de fin d'après-midi, le jeune héros exilé endort les chevaliers noirs, améliorant ainsi sa capacité de sommeil et débloquant 3 nouvelles compétences, infliger de la folie, du gel et des ténèbres. Avec ses nouveaux jouets en main, Tuka commence à s'amuser avec Orban en le rendant fou, ce qui devrait provoquer des crises combinées à la paralysie. Orban est probablement sur le point de mourir. De plus, le garçon supprime les effets de paralysie et de sommeil sur Schweitz et applique les ténèbres, rendant les yeux de l'homme noir. Se rappelant qu'Orban voulait tuer Syrah pour de l'argent et que Schweitz voulait la livrer à ses hommes, Tuka ne ressent aucune culpabilité à les utiliser comme sujet de test. Bientôt, le premier et le deuxième dragon meurent empoisonnés, suivis de leur maître, tandis que la pluie de bêtes ailées s'écrase au sol. Alors que Sivit Gartland est toujours en vie, Tuka reconnaît que ce dernier est vraiment impressionnant. Sivit demande qui est ce garçon, et il répond qu'il n'est pas un héros vertueux venu sauver le monde, mais plutôt un simple vengeur. Ayant obtenu la réponse qu'il voulait, le plus fort des humains meurt sans pouvoir réagir, comme un homme ordinaire et sans défense. Après cela, Tuka et Serah Ashrin se préparent pour le début de leur voyage, et l'elfe mentionne qu'un certain chasseur de héros serait capable d'affronter Sivit un jour. Cet homme est l'un des chevaliers noirs et pourrait représenter un défi plus tard. Cependant, le garçon se souvient que les dragons montés par les 5 chevaliers étaient de tailles différentes, réalisant qu'il vient en fait de tuer ce soi-disant chasseur de héros, laissant la princesse surprise. Pendant ce temps, dans la région où les autres héros sont concentrés et partagent les tâches et disputes exigées par la déesse d'Alion, Ayaka déplore de ne pas avoir encore développé de compétences, malgré le fait qu'il soit en classe S au milieu de cela. Une femme nommée Nyantan Kikipa s'approche, accompagnée de plus de disciples de Vicious, et affirme qu'elle donnera les ordres en l'absence de la divinité.
Oyamada se rebelle à l'idée de recevoir des ordres d'une faible, en réponse à quoi Ni le frappe avec ses lames, le mettant à terre avec une vitesse incroyable. Cela fait, elle annonce que les héros doivent retourner à la capitale royale car certains d'entre eux monteront bientôt sur scène. De retour à Mimori, avant leur départ, Sera offre toute sa force pour que Mimori puisse accomplir sa vengeance, car il a risqué sa propre vie pour la sauver. L'elfe s'agenouille devant lui, et le héros touche son épaule, lui assurant qu'il remboursera cette faveur un jour. Après tout, Mimori paie toujours ses dettes, qu'il s'agisse de gratitude ou de haine. De retour à la capitale, Vicious loue la loyauté et l'efficacité de son serviteur Niantan, levant un de ses pieds pour que la jeune disciple montre son engagement total envers sa servitude. En même temps, l'entité prévoit qu'il ne faudra pas longtemps avant que les héros soient capables d'affronter l'empire du grand démon de front. Le lendemain, des gardes discutent parmi les ruines où Tuka est sorti, à propos d'un étrange cristal qui aurait dû changer de couleur à leur arrivée, mais ne l'a pas fait, probablement parce que quelqu'un l'a brisé avant leur arrivée. Cela devrait normalement être signalé au royaume, mais peut-être que les gardes ont préféré ne pas le faire en raison de la paperasse fastidieuse. Après tout, il est fort probable que personne n'ait pu sortir du donjon, n'est-ce pas? Revenons à notre protagoniste. Cela aurait pu lui éviter des ennuis précoces avec la déesse, et quoi de mieux que de les éviter pendant une période de fête? Pendant que Tuka examine un masque étrange, le vendeur lui raconte l'histoire de ce masque spécifique, qui avait transformé une île de monstres en sa forteresse personnelle pour ensuite défendre toute la ville contre des envahisseurs, devenant ainsi le seigneur des démons. Bien que ce grand moment soit passé, les gens se souviennent encore de la bataille pour son caractère impressionnant. Tuka, après avoir entendu l'histoire, achète le masque, le trouvant parfait pour lui. En effet, ce n'était pas simplement un accessoire mais un symbole de pouvoir et de vengeance. Loin de là, Ashrin ne peut pas bien dormir cette nuit-là, obsédée par la dangerosité de sa mission. Elle finit par se limiter à avoir confiance en elle et en son nouveau travail de garde. Pendant ce temps, Sigmus a une réunion avec les dirigeants des autres pays pour discuter des guerriers dragons. Rowan est particulièrement préoccupé, car quelqu'un a réussi à vaincre l'homme le plus fort de l'époque et tout son royaume. De son côté, la déesse Vicious informe qu'elle a obtenu des informations suggérant que Sera Ashrin est impliquée, ce qui intrigue Alma, une autre dirigeante, qui se demande ce qu'une équipe d'élite fait derrière une simple femme. On apprend alors qu'Oltra est décédé cette même nuit, mais de son propre chef. Ses serviteurs racontent qu'il avait perdu la tête, sa folie pour Ashrin étant finalement sa condamnation. La déesse rappelle l'importance des guerriers dragons dans la guerre contre les démons, suggérant que les humains pourraient maintenant avoir une plus grande valeur. Un jeune homme nommé Miradio commence à souligner que tout semble trop parfait pour la déesse et son royaume. Lors de ce type de réunion, tout le monde finit par dépendre d'elle à un moment donné. Pour calmer la situation, Sigmus change de sujet en demandant si elle est vraiment si puissante au point de pouvoir vaincre Sivy. Cette question trouve peut-être sa réponse quand un messager arrive pour les informer qu'au royaume d'Ulza, des personnes se faisant appeler Ashrin affirment être les vainqueurs des guerriers dragons. Revenons maintenant à nos protagonistes. Ils discutent de la difficulté de la terre des monstres aux yeux dorés, mais Tuka est plutôt préoccupé par l'idée que quelqu'un les suive après avoir éliminé un groupe aussi important de guerriers. À ce moment-là, ils aperçoivent un grand colisée devant eux. Ashrin explique que des combattants s'y affrontent pour le divertissement des foules, recevant de grandes récompenses s'ils gagnent. C'est également un bon endroit pour recruter des voyous, grâce aux grandes compétences que l'on trouve dans cette zone. À leur arrivée à l'auberge, Ashrin insiste pour qu'ils louent seulement une chambre afin d'éviter des dépenses inutiles. Bien que Tuka lui rappelle qu'il est un homme, cela ne préoccupe pas vraiment Ashrin. Ils finissent donc par louer une seule chambre avant d'aller manger quelque chose dans la capitale, qui est remplie de monde. Tout le monde parle des guerriers du dragon noir qui ont été vaincus par Sera Ashrin. C'est à ce moment qu'un groupe de personnes se présentant comme des soldats d'Ashint, une faction dirigée par le seigneur Muagi et protecteur du dieu des malédictions, arrive. Ils exigent le respect pour avoir récemment vaincu Sivy. Pour Tuka, qui est en réalité celui qui a vaincu Sivy, ce vol de mérite lui permet de rester caché dans l'ombre du royaume. Alors que quelques ivrognes, encore perplexes à ce sujet, se demandent qui d'autre aurait pu vaincre Sivy, ils évoquent le tueur de dragons, le léopard du Colisée, et la sorcière des tabous, une puissante elfe noire qui ne s'est pas montrée depuis plus de 100 ans. Cette conversation attire l'attention de Tuka, qui, pour obtenir plus d'informations, se rapproche d'eux et leur offre 2 verres chacun ainsi qu'un plat à manger en guise de marché. Les ivrognes l'invitent sans problème à s'asseoir avec eux un moment, révélant que la seule personne sûre de connaître la sorcière des tabous est le sanguinaire du royaume de Montroi, un monstre si puissant qu'il combat en permanence dans la ville. Tuka comprend que s'il peut entrer en contact avec le duc Zuan, qui gère le Colisée, il pourrait avoir plus de facilité à retrouver la sorcière des tabous. Comme un cadeau du ciel, F-Speed entre alors dans la taverne. C'est une femme léopard qui connaît pratiquement la sorcière des tabous, dont il parle justement. Cela éveille l'intérêt de Tuka, qui lui offre gentiment de l'argent et se présente sous le nom de Hati. Par chance, F-Speed ne semble pas être une personne difficile à aborder. Tuka va droit au but en lui demandant si elle sait où se trouve la sorcière des tabous, ce qui surprend F-Speed,
car peu de gens croient encore en elle de nos jours. F-Speed raconte alors la fois où elle est allée dans la terre des monstres aux yeux dorés, mais en réalité, elle n'a jamais réussi à rencontrer la sorcière. Touka comprend qu'il ne pourra pas obtenir plus d'informations à ce sujet. Malgré tout, F-Speed veut savoir pourquoi le jeune homme souhaite rencontrer la sorcière, et Touka répond simplement que c'est par curiosité du moment. Puisqu'F-Speed a réussi à entrer et sortir de la forêt, Touka veut acheter ses services comme s'il s'agissait d'une guide touristique. Mais la femme léopard lui assure que la forêt des tabous, bien que ce soit un bon travail, ne garantit en rien que Touka puisse revenir en vie, ce qui met fin à la conversation. Nous voyons ensuite Ashrin, qui assure qu'F-Speed a menti durant toute la conversation, car en réalité, elle a bel et bien rencontré la sorcière. En niant ce qu'elle a fait, elle confirme en fait la vérité, probablement en essayant de cacher la sorcière des inconnus. À leur arrivée à la chambre, Touka se rappelle qu'il n'a rien apporté à manger pour Pijimaru, alors il sort son vieux sac de provisions que la déesse lui a offert. Cela surprend Ashrin, tandis que Pijimaru mange un peu. En même temps, Ashrin goûte les biscuits de Touka, qui sont délicieux pour elle, car ils viennent d'un monde totalement nouveau pour elle. Cela amène Ashrin à se demander s'il y a d'autres aliments intéressants dans son monde. Le jeune homme semble comprendre que sa nouvelle amie est très intéressée par l'autre monde. Alors qu'Ashrin observe l'emballage en plastique provenant du monde de Touka, elle est impressionnée, malgré le fait qu'il ne s'agisse que d'un simple sac. Touka remarque cela et ne nie pas que, pour quelqu'un venant d'un autre monde, même un sac peut être fascinant. Cependant, il est nécessaire de planifier avant d'aller dans la forêt. Bien que l'idéal aurait été qu'F-Speed soit plus honnête avec eux, cela ne s'est malheureusement pas produit, ce qui pousse Touka à envisager de lui offrir quelque chose pour obtenir des informations. Ashrin lui rappelle alors que peut-être qu'en achetant sa liberté avec des fonds suffisants, cela serait plus qu'assez pour gagner sa confiance. Mais, bien sûr, acheter une personne avec la force de Speed nécessiterait probablement une somme d'argent ridiculement élevée. Au même moment, F-Speed parle avec une jeune femme, lui apportant du soutien en lui promettant de bientôt la sortir de cet endroit horrible. Touka assiste à l'entraînement d'Ashrin et en profite pour lui demander des conseils sur le combat au corps à corps, car il dépend essentiellement de ses compétences. Cela rappelle de bons souvenirs à Ashrin, lorsqu'elle était capitaine des chevaliers, puisqu'elle avait l'habitude d'entraîner les nouvelles recrues. Un sentiment de nostalgie s'empare d'elle, mais elle veut aider son amie, alors elle se met en garde. Après avoir esquivé un coup de Touka, elle réalise une clé, mais elle est en sueur et s'excuse pour cette familiarité. Plus tard, elle prend son vêtement pour le laver, mais, sans le vouloir, elle finit par le sentir, trouvant Touka très attirant. À ce moment-là, le jeune homme fait son apparition, mais elle espère qu'il n'a pas vu cette dernière action. Il la remercie simplement pour avoir lavé ses vêtements. Un peu plus tard, tandis qu'Ashrin dort, Touka ne peut nier qu'elle est une femme magnifique de la tête aux pieds. Malgré cela, elle essaie de devenir son épée avec toute sa détermination, offrant son temps pour lui. Un jour, il veut vraiment la remercier comme il se doit. Juste à cet instant, la jeune femme se réveille et apprend que son ami a des problèmes pour dormir. Elle commence donc à sortir des herbes médicinales de son sac, des plantes qui aident à trouver le sommeil, chacune ayant un effet différent. La première donne de la force et intensifie les désirs, comme l'amour. La deuxième et la troisième herbe aident à s'endormir en très peu de temps. Les deux dernières poussent Touka à les utiliser pour pouvoir bien dormir. Mais avant de le faire, il sort une soupe instantanée de son sac. Quand Ashrin la goûte, elle est enchantée par sa praticité et sa saveur. Cependant, comme le sommeil est l'objectif, la jeune femme ajoute les herbes à la soupe, mais met accidentellement un peu trop de l'une d'elles. Cette erreur fait en sorte que la tasse ne permettrait pas à Touka de la boire, car il s'est trompé dans les quantités. Après avoir pris les herbes, Touka remarque qu'Ashrin a accidentellement mis la première herbe dans sa boisson. La jeune femme s'excuse pendant que Touka, au moins, sait qu'il pourra lire un peu plus puisque le sommeil ne vient pas rapidement. Cependant, la première herbe empêche le cœur du jeune homme de ralentir en raison de ses effets puissants. Avec Ashrin offrant son aide pour tout, cela n'aide en rien. Touka demande donc à Ashrin de se coucher, car ils ont une journée de travail difficile le lendemain. Cependant, Ashrin veut savoir comment Touka gère les effets des herbes. Le jeune homme assure que cela ne l'affecte pas autant, car il porte en lui une grande vengeance qui ne cesse jamais d'occuper son cœur, le poussant à se concentrer uniquement sur la personne qui lui a fait du tort par le passé, au point parfois de le rendre aveugle. C'est pourquoi Ashrin comprend ses désirs et jure de faire de son mieux pour être la meilleure épée possible lors de leur voyage. Lorsque le matin arrive, ils se rendent au Colisée, où Ashrin explique qu'F-Speed a été une esclave qui a été vendue au Colisée pour divertir les gens. Depuis ce jour, la femme n'a perdu aucun combat. Le jour suivant sera son dernier combat dans l'arène, car il semble qu'elle a réuni assez d'argent pour acheter sa liberté après des années de victoire au Colisée. Cependant, offrir de l'argent ne serait pas facile si elle a une telle somme. Mais Ashrin a des doutes, car en faisant les comptes, F-Speed aurait dû pouvoir acheter sa liberté depuis longtemps. Il s'avère que la léopardine veut en réalité acheter la liberté d'une enfant. En supplément, Ashrin révèle que les combats finaux des combattants du Colisée se terminent presque à 97% par une défaite,
car le duc qui dirige le lieu a l'habitude de tricher dans les derniers combats. Cependant, cela représente une opportunité pour Tuka d'atteindre son objectif.